Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence Il fera beau demain sur les questions de liberté et de tracing et sur les lanceurs d'alerte. Je vais commencer peut-être à expliquer ce que c'est Il fera beau demain pour les personnes qui ne connaissent pas. Il fera beau demain, c'est un mouvement positif qui est capable de répondre et de donner confiance dans l'action politique et dans la démocratie en essayant d'apporter des réponses aux questions quotidiennes, pratiques et essentielles de chacun. À l'heure du de plus de consommation, plus de déchets, plus de déplacements, plus de pollution, plus de stress, plus de burn-out, plus d'inquiétude et d'incompréhension, nous voulons réfléchir au mieux. Comment faire pour vivre mieux, se sentir bien, soutenir dans ses initiatives et protéger dans ces situations difficiles? Comment être capable de gérer son temps entre les déplacements, le travail, les enfants, les parents, les amis, les activités, l'engagement citoyen et politique? Quel arbitrage doit-il être fait? Où mettre les curseurs? Que faut-il anticiper, inventer et que faut-il accepter? Donc aujourd'hui, nous voulons y réfléchir avec vous. C'est pourquoi nous lançons un grand mouvement de consultation, de débat, de rencontres, de discussion et de partage. Pour cela, Il fera beau demain à lancer une plateforme, un site internet Il fera beau demain, que Dounia va mettre le lien dans la conversation. On peut aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Et même cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui sera visible sur YouTube la semaine prochaine, je l'espère. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire le thème, une question sur le coronavirus. Jusqu'où sommes-nous prêts à limiter nos libertés? Donc, à l'heure du renforcement d'une politique d'urgence sanitaire, les mesures contraignantes prises par les autorités publiques interrogent la capacité de ces derniers à arbitrer entre liberté et sécurité. Comment assurer les libertés fondamentales tout en protégeant la sécurité des populations? Donc, plus globalement, avec l'augmentation des échanges numériques et de l'intelligence artificielle, on se pose la question de savoir si le citoyen est encore suffisamment protégé dans ses droits les plus fondamentaux. Et qu'en est-il des lanceurs d'alerte qui risquent leur vie pour dénoncer certains abus? Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir trois intervenants de très grande qualité. Le premier, c'est Jean-Philippe Fogel, de la Maison des lanceurs d'alerte. Donc, c'est, entre guillemets, un syndicat des lanceurs d'alerte de France. Mais il nous expliquera plus en détail ce que c'est, en quoi ça consiste. Il est doctorant en droit public et spécialiste de l'encadrement juridique des lanceurs d'alerte. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Franck Dumortier, qui est universitaire et collaborateur de la Ligue des droits de l'homme Belgique, qui est expert en matière du respect de la protection des données, membre de la commission Nouvelles Technologies et Vie privée de la Ligue des droits de l'homme. Et enfin, on a la petite touche citoyenne, Cher Hadji, qui est travailleur social à Lilo pour les sans-abri et qui est surtout, avant toute chose, un citoyen engagé. Il est instigateur de l'action du kayak sur le lac du Bois de la Cambre pour Excuse-moi, la je défense des t'interromps François, mais je sans-papiers ne durant travaille pas la... à Lilo. Ah, pardon, voilà. Sur Je travaille à Bruxelles la Live. défense papier, durant la crise du coronavirus, il nous expliquera aussi plus en détail en quoi a consisté son action. Il nous apportera aussi des différentes visions de l'action citoyenne. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette réunion avec Dounia Mohammadi, qui s'occupera des contacts et des questions des différents participants à la réunion. Mais peut-être on va commencer par Jean-Philippe. Jean-Philippe de la Maison des lanceurs d'alerte, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'entendez? Vous Très m'entendez bien. bien? Très bien. Pour me présenter, moi personnellement, je travaille, effectivement, je fais un doctorat sur la question des lanceurs d'alerte, mais je pense que je suis surtout là parce que je représente la Maison des lanceurs d'alerte. Je m'occupe de la coordination de la maison et des activités de plaidoyer. Donc, comme tu l'as dit, la Maison des lanceurs d'alerte, oui, d'une certaine manière, c'est un peu un syndicat des lanceurs d'alerte, mais en tant que tel, on est surtout une association qui a été créée par 16 autres associations et syndicats en France qui s'intéressaient à la question des lanceurs d'alerte, qui soit avaient des cas de lanceurs d'alerte, mais ne savaient pas forcément comment les défendre ou n'avaient pas forcément les moyens de le faire tout seul, et qui aussi avaient porté un certain nombre de revendications pour la protection des lanceurs d'alerte, où s'étaient rencontrés dans des collectifs de lutte contre le secret des affaires, qui est quand même une attaque massive contre la liberté de la presse et les lanceurs d'alerte. Donc en 2018, on s'est créé à l'appel de ces associations avec trois missions. La première, c'est d'aider les lanceurs d'alerte, donc les aider juridiquement. On a aidé en un an, on a aidé un peu plus de 150 lanceurs d'alerte, donc on leur apporte une aide juridique, mais aussi
un soutien psychologique, un soutien financier, un soutien à la médiatisation. On mène des activités de plaidoyer, donc on travaille avec les pouvoirs publics pour porter un certain nombre de revendications pour faire changer la loi qui actuellement en France constitue un bon premier pas mais n'est pas satisfaisante. Et enfin, on fait aussi de la formation. On forme à la fois des collectifs de militants et des syndicats, mais aussi les comités d'entreprise ou les administrations, dans le but de faire en sorte que toutes les personnes dans les administrations, dans les entreprises qui peuvent être amenées à être en contact avec des lanceurs d'alerte, sachent comment les accompagner correctement. Donc l'idée, c'est aussi de diffuser une culture de l'alerte. Voilà. Et est-ce qu'il y a une définition du lanceur d'alerte? Alors, c'est vrai, la définition du lanceur d'alerte, c'est vraiment une question, enfin, c'est une question vieille comme le monde. Pour nous, un lanceur, on garde une définition très large de ce qu'est un lanceur d'alerte, tout simplement parce qu'on considère que la définition du lanceur d'alerte, elle a vocation à évoluer. Typiquement, quand on a commencé à parler de lanceur d'alerte aux États-Unis dans les années 70, par exemple, le hacking, ça n'existait pas, par exemple, parce qu'on n'avait pas encore les moyens informatiques pour le faire. Aujourd'hui, on a des personnes comme des lanceurs d'alerte comme Ori Pinto qui ne correspondent pas forcément à la définition traditionnelle du lanceur d'alerte. La définition traditionnelle du lanceur d'alerte, c'est plutôt un salarié du secteur public qui va avoir accès à des informations sur une violation du droit ou de l'intérêt général et qui va le signaler aux autorités. Aujourd'hui, par exemple, une personne comme Rui Pinto qui a hacké les serveurs d'une société pour révéler la face sombre du football, elle ne rentre pas dans cette définition-là. Pourtant, on peut quand même se poser la question de savoir si il faut ou non protéger ces personnes-là, sachant que ce qu'il a révélé, c'est quand même très, très important. Donc nous, on garde volontairement une définition assez souple et large du lanceur d'alerte. Donc on le définirait, on va dire, comme toute personne qui réalise un signalement dans l'intérêt général. En fait, la notion de lanceur d'alerte, on peut la définir peut-être un peu plus, on la définit surtout par l'alerte, c'est-à-dire que l'intérêt de la protection des lanceurs d'alerte, c'est surtout l'intérêt de l'alerte. À partir du moment où une personne a des informations qui sont intéressantes, soit pour les autorités, parce que les autorités ont besoin de répondre, on va dire, à des faits très graves, comme par exemple de l'esclavage ou des atteintes très graves à la dignité des personnes. Dans ce cas-là, la personne doit être protégée. Si une personne, mettons comme Ori Pinto, veut révéler des informations dont le public doit avoir connaissance, et typiquement les Football Leaks, c'est des informations très importantes pour le débat public, la personne devrait être protégée. Donc on définit plutôt le lanceur d'alerte, par l'intérêt de l'information, que le public peut avoir accès à l'information. Puis après, on peut aussi définir le lanceur d'alerte aussi, on va dire, de manière négative. Finalement, un lanceur d'alerte, c'est une personne qui agit dans l'intérêt général. Donc, c'est une personne qui, d'une part, a vraiment une alerte d'intérêt général, qui ne concerne pas uniquement un intérêt particulier ou son propre intérêt, et qui aussi est dans une démarche de défense de l'intérêt général, donc qui ne va pas lancer l'alerte dans le but exclusif d'avoir un intérêt financier ou de régler ses comptes avec son employeur. Voilà. Okay. Merci. Avant de passer la parole à Franck Dumortier, je vous propose, si vous avez des questions à poser aux intervenants, des réflexions, de passer par la messagerie privée de Dounia. Vous pouvez lui poser votre question et demander à une personne en particulier à qui vous voulez poser la question. Elle prendra la parole pour poser les questions aux intervenants. Franck, je t'en prie, tu peux présenter ton travail. Bonjour à tous. Donc moi, pour ma part, je suis chercheur à l'Université de Namur depuis 15 ans. Il y a un centre de recherche là-bas qui s'appelle le CRITS, c'est le Centre de recherche informatique, droit et société. Je suis aussi chargé de cours en droit de la cybersécurité là-bas. Et à côté de ça, je suis bénévole à la Ligue des droits humains. Donc c'est la Ligue des droits humains, ça a changé. C'est plus droit de l'homme. Pour des questions de genre, on a changé ça. Au sein de la Ligue des droits humains, il y a une commission nouvelles technologies, donc on s'intéresse à tout ce qui est protection de la vie privée et d'autres droits en matière de nouvelles technologies. On a dans ce cadre-là deux compétences, deux activités principales. La première, c'est que dès qu'il y a une proposition de loi ou un projet de loi qui touche à ces droits fondamentaux à la vie privée, on remet des avis pré-législatifs aux parlementaires. Par exemple, ça a été le cas par rapport à l'application de traçage numérique. Et d'autre part, on introduit des recours objectifs en annulation contre des lois qui vont à l'encontre du droit à la vie privée, par exemple, ou des recours subjectifs quand il y a des cas exceptionnels de personnes dont le droit à la vie privée est menacé, mais qui pourraient faire bouger la législation. Évidemment,
on les assiste. Parfois, on va même plus loin. Donc, cette fois-ci, on a même déposé une proposition de loi alternative dans le cadre du tracing manuel parce qu'on s'est rendu compte que ce que faisait le gouvernement était complètement absurde. Donc, on a été plus loin, on a déposé une loi alternative et elle a fait l'objet d'un amendement global qui a été discuté au Parlement. Voilà un peu. Merci beaucoup. Cher, je t'en prie, présente-toi en deux, trois mots et aussi l'action qui t'amène ici, et surtout ça qui est intéressant. Moi, je m'appelle Cher et je me définis comme étant un citoyen un petit peu engagé sur les questions sociales. Et donc, c'est pour ça qu'avec d'autres amis, là, on a fait il n'y a pas longtemps une petite action sur le bois de la Cambre avec un kayak pour demander la régularisation des personnes sans papier ici en Belgique. Et c'était évidemment un petit peu un clin d'œil à notre première ministre Sophie Wilmès qui nous avait autorisé à faire du kayak. Et donc, on a été évidemment assez surpris de voir que on parlait de kayak avant de parler de la question des personnes sans papier et du social de manière générale qui était un petit peu relégué en loin derrière les questions économiques. Et donc voilà, c'était aussi un peu pour mettre cette question en avant qu'on a décidé de faire cette petite action. Et évidemment, ça pose quand même pas mal de questions puisque cette action n'a pas été vraiment prise, allez, n'a pas été bien prise par les autorités puisque ça s'est terminé par une arrestation. Et donc voilà, on peut quand même s'interroger sur qu'est-ce qui nous reste finalement de nos libertés en cette période de Covid, de confinement, où la limitation, enfin, beaucoup de libertés sont fortement limitées, et notamment la liberté d'association, la liberté d'expression finalement est aussi limitée, la liberté de manifestation. Et donc voilà, c'est un peu à ce titre-là que je me retrouve ici aujourd'hui parmi vous pour parler un peu de mon expérience et finalement des limites qui existent aujourd'hui à nos libertés. Cher, si tu savais trouver un micro ou parler bien fort, ce serait peut-être mieux pour la qualité sonore des participants. Et Franck, si toi tu sais un tout petit peu élever le volume de ton micro, ce serait peut-être top. Sinon, c'est très bien. Sinon. Alors, j'ai la première question et ça va commencer par Franck. Donc, dans l'article. François, j'ai juste une petite question d'un de nos spectateurs ici, avant de commencer avec la structure que tu avais établie. Donc, c'est François qui nous demande comment faire la distinction entre lancer une alerte et de la délation sur le plan juridique. Question pour Jean-Philippe. Oui, pour Jean-Philippe. Ma réponse, elle vaut pour le droit français, mais je pense que c'est quelque chose qu'on trouve à peu près dans toutes les grandes démocraties. La limite entre le lancement d'alerte et la dénonciation calomnieuse, pour nous, en fait, elle est déjà fixée par le droit depuis bien longtemps. C'est-à-dire que déjà, d'une part, en droit français, mais encore une fois, c'est valable pour la plupart des démocraties enfin, des pays qui ont une culture démocratique. La loi de 1881 sur la liberté de la presse prévoit déjà un certain nombre de règles qui permettent de distinguer la diffamation et on va dire, entre guillemets, l'alerte d'intérêt général, même si c'est un peu anachronique d'utiliser ce type de terme. Typiquement, si vous vous exprimez en public sur un fait que vous considérez comme contraire à l'intérêt général, vous devez prouver à une juridiction soit que vous êtes de bonne foi, c'est-à-dire que vous êtes exprimé, enfin la manière dont vous exprimez montre que vous cherchez vraiment à alerter le public et pas à régler vos comptes. Donc, c'est les juridictions au cas par cas qui vont déterminer ça. Ou alors, vous avez vraiment des preuves de ce que vous avancez. Et c'est pareil pour la dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire que les juridictions pénales ont déjà bien distingué ce qui relève de la dénonciation calomnieuse et du lancement d'alerte. Et ce qui distingue les deux, c'est essentiellement l'existence ou non d'une intention de nuire. C'est-à-dire que si, alors l'alerte va toujours nuire à l'intérêt d'un employeur, parce que forcément,
quand vous lancez l'alerte sur un fait contraire à l'intérêt général, bah, évidemment, si l'employeur est complice, il n'a pas forcément envie que l'information sorte. Ce qui distingue l'alerte de la dénonciation calomnieuse, c'est que l'alerte, elle va certes peut-être porter atteinte à la réputation de l'entreprise, mais l'intention du lanceur d'alerte, c'est pas uniquement de nuire à son entreprise, mais c'est avant tout de lancer l'alerte dans l'intérêt général. Typiquement, une personne qui suit les procédures qui sont prévues par la loi Sapin 2, qui va d'abord chercher à régler le problème en interne, ou qui va chercher à alerter une autorité en donnant vraiment en donnant vraiment toutes les pièces nécessaires au traitement de l'alerte, c'est un lanceur d'alerte. À l'inverse, une personne qui colporte des rumeurs et qui va aller sur les réseaux sociaux colporter ses rumeurs et accuser directement son employeur ou être dans l'insulte, c'est pas un lanceur d'alerte. Mais Jean-Philippe, là, vous parlez donc plutôt de diffamation plus que de délation. Et alors, la question que François voulait soulever, c'était par rapport au fait que dans certains États, on pourrait qualifier de dictatoriaux, ce n'est pas forcément, enfin, faire quelque chose dans l'intérêt d'un État n'est pas forcément une bonne chose lorsque cet État est considéré comme étant dictatorial. Donc sur un plan plus moral, bah, ce qui distingue à mon avis, à notre avis, ce qui distingue la délation du lancement d'alerte, c'est encore une fois, c'est à la fois l'intérêt que le public peut avoir à accéder à une information, mais c'est aussi surtout les intentions du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, il va chercher à défendre ce qu'il perçoit comme étant l'intérêt général, alors que le délateur va être dans une logique soit effectivement de soutien à une répression étatique ou d'obtention d'un intérêt privé, ou va chercher à obtenir un intérêt financier. Après, la distinction peut être ténue. En réalité, dans des États autoritaires, justement, des systèmes le lancement d'alerte a pu être utilisé comme un moyen de contrôle des populations. C'est pour ça que peut-être que le meilleur moyen de prévenir les dérives du lancement d'alerte, c'est d'exiger que le lanceur d'alerte soit de bonne foi et que vraiment les alertes soient d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on écarte vraiment les personnes qui cherchent, qu'on écarte vraiment de la protection des lanceurs d'alerte les personnes qui cherchent un intérêt exclusivement privé dans le cadre de leur démarche. Merci beaucoup. Dans le cadre du confinement suite au Covid-19, ça posait la question de la liberté de circulation. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme parle justement de cette liberté de circuler librement. Franck, pour commencer, et puis après Chaher et Jean-Philippe, quand peut-on légalement déroger aux droits humains et quid des pouvoirs spéciaux temporaires? Quel est le cadre de ces pouvoirs spéciaux? C'est à moi de répondre à cette question-là. Oui, droits de l'homme. Oui, droits de l'homme au sens large. Je suis pas un spécialiste de l'article 13, je dois dire. Là, je suis un peu pris au dépourvu. Je peux le reprendre devant moi si vous voulez. Est-ce qu'on peut y revenir plus tard, cette question? Oui, mais quelles questions se sont posées par rapport aux droits de l'homme durant le confinement et la crise du Covid-19, le tracing? Est-ce que les droits de l'homme, enfin la Ligue des droits de l'homme s'est positionnée, s'est questionnée par rapport à certaines questions d'ordre éthique? Oui, pas spécialement par rapport à la liberté de circulation, ça c'est le confinement en tant que tel, mais enfin, de manière générale, nous et c'est la logique même de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que le respect des droits est le cadre dans lequel le pouvoir peut s'exercer. Il n'y a pas de question de entièrement supprimer l'application des droits. Bien sûr, il y a des balances qui peuvent être faites avec d'autres intérêts, mais le cadre de l'exercice du pouvoir est le respect des droits fondamentaux. Il faut se souvenir que la Convention européenne des droits de l'homme a été adoptée juste après la Seconde Guerre mondiale et que le but, c'était quand même de cadrer l'exercice pour qu'il se fasse de manière respectueuse. Alors souvent, on oppose le droit à la sécurité aux autres droits, mais quelque part, dans la logique de la Convention, c'est en respectant les droits fondamentaux qu'on obtient la sécurité. D'ailleurs, cette sécurité peut définitivement être définie, hein, est-ce qu'on parle de sécurité physique, de sécurité sociale, de sécurité psychologique, enfin, c'est indéfinissable, même si à un moment donné, la NVA avait voulu introduire ce droit à la sécurité, mais ça n'a pas été introduit justement pour ces problèmes de qualification. Donc, il faut renverser cette logique et se dire, pour atteindre la sécurité, le respect des droits, c'est fondamental. C'est par ce biais-là qu'on peut y arriver. C'est dans cette logique qu'intervient la Ligue des droits humains.
Merci. Chaher, tu as peut-être un point de vue sur cette question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Non, Moyen. pas mieux. Ouais, non. Alors, on a juste une petite question de Laurence. Laurence? Laurence, tu peux poser la question directement. Oui, enfin, oui, voilà, Laurence, vous pouvez poser votre question. En fait, vous parlez de la question que je posais parce que j'avais mis deux choses. La question de savoir, en fait, d'avoir plus d'explications sur le détail de cette loi. Je pense que le nom, c'est Monsieur Dumortier, qui parlait d'avoir proposé une modification au niveau de la loi qui avait été mise en place et j'aurais voulu en savoir plus, en fait. C'est une longue histoire, hein, je peux la raconter en bref peut-être. Mais oui, mais c'est intéressant. Donc, en gros, vous savez, par rapport au déconfinement, je parle de mesures de déconfinement, il y a deux mesures qui ont été envisagées. La première, c'est le tracing manuel. La deuxième, c'est le tracing numérique. Dans le cadre du tracing manuel, vous savez ce que c'est, il y a des call centers qui ont été mis en place pour questionner les gens contaminés par rapport aux contacts qu'ils auraient eus, donc moins d'1,50 m et plus de 15 minutes avec lesquels ils sont passés. On fait une liste de toutes ces personnes et des sortes de contacts qu'elles recontactent pour leur donner des recommandations. Par rapport à cette, ça a été encadré par un arrêté royal, ça. Un arrêté royal, ça veut dire que le gouvernement ne débat pas. Il n'y a pas de débat parlementaire, c'est directement le gouvernement qui prend un arrêté. Cet arrêté royal a été pris le 4 mai, il avait une durée de vie d'un mois. Il vient d'être prolongé maintenant jusqu'au 30 juin, donc on continue dans la même logique. Ça, c'est un. Et deux, il était mal foutu. Parce que, un, il ne précisait pas la finalité. Pour être clair, en lisant l'arrêté royal, on a l'impression qu'il crée plus une base de données de big data par laquelle, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on trouverait des bénéfices épidémiologiques, mais pas très clairs, plutôt qu'une finalité simplement de permettre aux gens de se prémunir en sachant ce qu'ils doivent faire. Donc, un, les finalités n'étaient pas claires. Deux, il y a des données qui sont absolument pas nécessaires, qui sont traitées, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un texte alternatif. Donc, c'est tant la Ligue des droits humains qu'Amnesty International qui ont proposé un texte autour de 5 balises. Les 5 balises, c'était notamment, un, préciser les finalités, deux, ne traiter les données qui sont simplement celles qui sont nécessaires, ne pas traiter le numéro de registre national, puisque c'est un identifiant unique qui est très dangereux. Et on a trouvé un moyen de réaliser ce tracing sans utiliser ce numéro. Mettre la responsabilité sur les épaules du ministre et pas sur Cienzano. Et enfin, retirer des possibilités d'intervention d'un comité encore plus opaque qui est le comité de la sécurité de l'information, et donc de clarifier la loi. Ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que le PS a par la suite introduit cette proposition alternative comme un amendement global. Il a été discuté au Conseil d'État. Le Conseil d'État a remis un avis maintenant tout récemment qui est un avis négatif par rapport à la répartition des compétences. Et par rapport à ça, on est un peu dans le doute parce que ce qu'on entend maintenant, c'est qu'au lieu de passer par une loi, les parties se mettent plus ou moins d'accord de passer par un accord de coopération. La conséquence de ça, c'est que, alors qu'on avait 300 signataires qui voulaient avoir plus de transparence, on va aboutir au fait qu'il est très probable qu'on n'ait plus aucun débat public, que ça passe par des discussions intercabinets et qu'au final, on ait des lois d'assentiment et des décrets d'assentiment par rapport à un texte qui, vraisemblablement, sera, en tout cas, on le regrette, un copier-coller de ce premier arrêté royal qui a été pris par le gouvernement. Voilà un peu l'état de la situation. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de faire quelque chose pour agir et soutenir justement les 5 balises que vous souhaitiez mettre en place? Est-ce que vous pensez que les citoyens, de manière générale, pourraient faire quelque chose pour soutenir ça, pour appuyer cette demande? Alors, j'imagine que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de cartes blanches, de lettres ouvertes un peu dans tous les sens pour l'instant. Donc, au niveau de la Ligue, on se pose un peu la question de comment réagir. Ce qu'on se dit, c'est qu'il est peut-être intéressant de revenir vers les signataires de la première lettre. Vous savez, il y avait 300 signataires tout de même, avec de jolis noms, des grandes associations, etc. Donc, on va peut-être, on est encore en train de réfléchir, mais revenir vers eux pour réitérer le fait qu'il est inacceptable qu'il n'y ait pas de débat, et donc pousser pour qu'il y ait de nouveau un débat. On espère que ce sera la solution. On est en train de réfléchir, on verra s'il n'y a pas
trop de demandes et que ce sera opportun. Mais c'est une piste en tout cas qui est envisagée, quoi. Ok, merci beaucoup. Dounia, des questions encore? Pas pour le moment. Ok. Donc, Chaher, je reviens vers toi. Donc, toi, tu as fait une action durant le confinement. Donc, il y avait des obligations de restriction. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que te reproche l'État? Et pourquoi est-ce que tu as fait ça durant le confinement? Tu as un peu tenter le diable, en fait. Bah, oui et non, c'était juste parce qu'il y avait une situation relativement urgente qui justifiait qu'on sorte dans la rue pour au moins exprimer nos inquiétudes. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a mené cette petite action. Et on l'a fait dans le respect des mesures des mesures sanitaires qui étaient préconisées. Donc voilà, on avait un masque, on avait des distances de sécurité. Donc c'est pas ça, je sais pas très bien encore aujourd'hui, je sais toujours pas ce qu'on me reproche, puisque de toute manière, je n'ai reçu encore aucune amende, même si au commissariat, on m'a dit que j'allais recevoir une amende pour trouble à l'ordre public, et puis on m'a dit que j'aurais une amende pour le Covid, et puis une amende pour manifestation non autorisée. Bon, in fine, j'ai toujours rien reçu, et je pense sincèrement que je recevrai rien. Donc, quelque part, si je ne suis pas sanctionné pour ce que j'ai fait, eh ben, on peut quand même dire qu'il y a eu une intervention de la police qui n'était pas justifiée et qui m'ont privé de liberté alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison de priver de liberté. Donc voilà, ça c'est en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Je vois que même quand on prend des mesures qu'on respecte les mesures des précautions sanitaires, eh ben finalement, on ne nous laisse quand même pas manifester. Et donc, même quand on est tout seul, avec une banderole, c'est suffisant que pour être arrêté par la police. Et on l'a déjà vu, hein, il y a eu la même chose à la Rue Neuve avec l'artiste qui se promenait torse nu avec inscrit nos cultures, nos futurs. Le monsieur a été arrêté. Je veux dire, il y a quand même aujourd'hui des dérives qui sont justifiées par la situation sanitaire et qui n'ont aucun rapport avec la situation sanitaire. Et donc, on peut quand même se poser la question de l'état de nos libertés. On savait que déjà que c'était de plus en plus compliqué bien avant le Covid. On voyait qu'il y avait, qu'il y avait un durcissement des autorités. Et là, on voit qu'en fait, c'est carrément, on nous supprime tout. Il y a eu la même chose avec les banderoles Justice pour Adil. Alors, ces banderoles, comme les autres banderoles où il y avait des gens qui demandaient de l'argent pour les services publics, eh ben, eux n'ont pas eu de soucis. Mais quand il y a écrit Justice pour Adil, alors là, les policiers venaient sonner à la porte et il y a eu des amendes qui ont été dressées pour non-respect d'une petite règle d'urbanisme dont on n'aurait pas le droit de pendre quelque chose à sa fenêtre, une affiche à sa fenêtre. Donc voilà, c'est tout ça, c'est quand même très interpellant. Comment ça se fait que certains peuvent, d'autres peuvent pas? Est-ce que c'est normal que c'est la police qui choisisse qui sont les bons et les mauvais manifestants? Tout ça, c'est des questions qui aujourd'hui ne trouvent pas de réponse et personne n'est là pour s'expliquer finalement sur, enfin les autorités en tout cas, ne s'expliquent pas sur ces choses-là. Les restaurateurs qui font une grande manifestation, alors je compatis, hein, les restaurateurs sont dans une merde terrible et ils ont raison de se faire entendre, mais quand ils organisent une manifestation en zone neutre sur la Grand Place, je ne comprends pas pourquoi on autorise ça. En temps normal, c'est totalement interdit. Et donc voilà, il y a du deux poids, deux mesures, et ça, c'est particulièrement inquiétant pour l'état de notre démocratie. Justement, Jean-Philippe de la Maison des lanceurs d'alerte, ce confinement, ce n'est pas une période un peu compliquée pour les mouvements citoyens, les mouvements syndicaux, les lanceurs d'alerte? Oui, alors nous, on a déjà un peu connu ça. Enfin, je pense que la Belgique l'a connu aussi avec l'état d'urgence, où c'est un peu le même mécanisme, hein. L'état d'urgence pour la lutte contre le terrorisme, c'est pareil, c'est le fait du prince, c'est le président qui déclare l'état d'urgence. Donc, on a déjà eu des grosses restrictions
des libertés, notamment l'état d'urgence qui avait été déclaré en 2015. Il a servi aussi, notamment au préfet à Calais, de mieux expulser les exilés qui se trouvaient là-bas, alors que ce n'est pas du tout le but de ce type de loi. Donc évidemment, dès que vous avez un état d'urgence, bah, le but de l'état d'urgence, c'est aussi de faire en sorte que les mécanismes de contrôle traditionnels, comme notamment le juge ou le contrôle parlementaire, pour des raisons d'efficacité, ne fonctionnent plus de la même manière. Le souci qu'on a eu, après je parlais de la question des lanceurs d'alerte, mais pour les mouvements sociaux de manière générale, la réponse elle est assez simple. C'est que pour l'instant en France, il n'y a plus de mouvement social. En tout cas, il y a plus de mouvement social autorisé. On a eu une manifestation contre les violences policières il y a quelques jours. Des députés de la majorité ont dénoncé le fait justement que c'était irresponsable d'organiser des manifestations dans ce cadre-là, etc. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est tout simplement le pouvoir démesuré qu'ont les agents de police pendant le confinement. Normalement, dans une démocratie, quand on restreint vos libertés, vous allez devant le juge et le juge décide si oui ou non la restriction à votre liberté de circulation, votre liberté d'expression, elle est légitime ou non, dans un cadre bien déterminé qu'a rappelé Franck, qui est la Déclaration des droits de l'homme, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Là, en fait, en pratique, ce qui est inquiétant, c'est que les policiers ont mis des amendes et les policiers ont tout pouvoir pour mettre des amendes, ont tout pouvoir pour décider de restreindre les libertés, notamment la liberté de manifester. Après, s'agissant des lanceurs d'alerte, de manière générale, quand vous avez la possibilité pour l'exécutif de restreindre les libertés, évidemment, ça a un impact aussi sur les personnes qui peuvent, lancer l'alerte et qui peuvent révéler des informations. Enfin, je sais pas si je réponds vraiment à la question. Oui, tout à fait. Mais donc peut-être au niveau des droits de l'homme, je me suis un peu renseigné avant d'organiser cette conférence et il y avait beaucoup cette ambivalence entre restriction des libertés, mais en même temps assurer la sécurité des citoyens. C'est pas toujours facile pour les États et les gouvernements de pouvoir, dans un sens, protéger la santé, dans un autre sens, et laisser la liberté. Sur quelle base juridique est-ce qu'ils se positionnent là-dessus? Par exemple, Franck Dumortier, par exemple. En fait, ça dépend des droits, hein, mais de manière générale, ce qui se passe, c'est qu'on a en article 15 dans la Convention européenne des droits de l'homme qui indique que les États peuvent prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux libertés parce que c'est nécessaire, mais strictement nécessaire par rapport à l'objectif. Donc ici, on a une menace qui est visiblement grave, mais tout au long et à chaque fois qu'il y a un droit qui est concerné, quand on dit qu'il peut y avoir une ingérence parce que elle est nécessaire par rapport à l'objectif, il faut encore que cette ingérence soit proportionnée. C'est-à-dire qu'il faut démontrer la raison pour laquelle l'ingérence commise est strictement nécessaire pour parvenir à l'objectif qui est visé. Dans ce cas-ci, c'est la sécurité sanitaire. De plus, chez nous, on n'est pas dans un état d'urgence comme en France, on a des pouvoirs spéciaux. C'est différent. Ici, c'est simplement que le gouvernement prend plus de responsabilités par rapport au Parlement. C'est simplement ça que ça veut dire. Et on a eu des craintes, et on a encore toujours la crainte que ces pouvoirs spéciaux, évidemment, continuent trop longtemps par rapport à la crise, parce qu'on ne sait pas quand ces pouvoirs spéciaux vont s'arrêter. Enfin, il y a un certain nombre d'incertitudes par rapport à ça. Mais c'est les deux balises, c'est ça. Hein. D'une part, maintenir de la proportionnalité dans les ingérences qui sont considérées comme nécessaires, et deuxièmement, s'assurer du fait qu'il y ait encore de la transparence, quoi qu'il en soit, dans les débats qui ont lieu pour parvenir à des normes, et enfin limiter autant que possible dans le temps ces dérogations, quoi. Est-ce que Cher, tu veux rajouter quelque chose sur ces questions? Je voulais juste ajouter que finalement, c'est aussi dans cette période un petit peu difficile au bourgmestre de permettre finalement, d'assurer finalement que le droit à la liberté, à la liberté de s'exprimer. Et donc, si on veut mettre quelque chose à sa fenêtre, justice pour Adil ou du fric pour les services publics, ben, c'est aussi au bourgmestre finalement d'assurer ces droits fondamentaux et pas seulement d'assurer la sécurité à n'importe quel prix. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les bourgmestres font un peu défaut là-dessus.
et ils assurent la sécurité et uniquement la sécurité et plus les droits fondamentaux, notamment la liberté de s'exprimer. Je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Faut se rendre compte quand même de la logique dans laquelle on est. On parle souvent de droit à la sécurité versus d'autres droits. Il faut savoir que dans la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez beau la lire, vous ne trouverez pas de droit à la sécurité. Ça n'existe pas. Il y a un droit à la sûreté. Et le droit à la sûreté, c'est, quand vous lisez ce que c'est le droit de ne pas être mis en prison. Hein. C'est un droit contre l'arbitraire des détentions. Donc ça, c'est le droit à la sûreté tel qu'il est prévu. Donc, quand on entend des politiques parler de droit à la sécurité vs d'autres droits, c'est faux. C'est faux. Par contre, on peut déroger à des droits fondamentaux parce qu'il y a un intérêt, dans certains cas, à la sécurité publique. Mais encore faut-il que cet intérêt soit atteint par des mesures proportionnées dans les droits fondamentaux. Donc c'est vraiment, on assiste de plus en plus à un inversement de la logique qui est présente dans la Convention européenne des droits de l'homme, et il faut être très attentif par rapport à ça. Alors, Franck, il y a Laurence qui a une question pour vous. Et alors, Laurence, vous pouvez peut-être vous présenter aussi pour retracer un petit peu le contexte de votre question. Oui, alors moi je suis psychothérapeute et je travaille en privé. Parfois, je suis amenée à travailler dans certains contextes de justice, notamment à travers le droit collaboratif, où certains avocats m'envoient des personnes, par exemple en difficulté familiale ou en difficulté de couple, pour tenter d'aboutir à l'accord auquel ils essayent d'aboutir. Et moi, j'interviens dans certains dossiers, dans le cadre parfois d'abus ou d'enlèvement, enfin de choses comme ça également. Mais de manière générale, je travaille plutôt en privé avec un public assez varié et adulte. Et donc ça, c'est pour présenter un peu qui je suis et dans quel domaine je travaille. Et donc, ma question, je ne sais pas si elle est directement reliée à mon travail, mais je me posais la question de savoir pourquoi on ne s'appuyait pas sur la même manière de faire les choses que notamment dans le cadre du sida. Je ne suis pas confrontée à une population plus particulièrement porteuse du sida, mais je trouve que la manière dont est géré l'anonymat et le respect de la personne, dans un contexte comme la transmission du sida et où les gens reçoivent un message anonyme en disant voilà, vous avez été en contact avec une personne atteinte du sida, je me suis posé la question de savoir pourquoi dans le cadre, peut-être que personne n'a de réponse à ça, mais pourquoi dans le cadre d'envisager ce tracing, il n'y avait pas de moyens pour l'envisager d'une façon aussi respectueuse que pour le sida, je dirais. Je vais, si ça ne vous dérange pas, c'est la question juste après, et ça concerne, je pense, les trois intervenants. De manière générale, oui, quelles sont les questions d'ordre éthique qui se posent par rapport au tracing? Et alors après que Franck ait répondu à la question, j'aimerais bien avoir l'avis peut-être de Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte? Est-ce qu'il y a des questionnements particuliers par rapport à cette question? Je t'en prie, Franck. Mais par rapport à la question de Laurence, la comparaison avec le sida est tout à fait intéressante parce que je l'avais faite moi-même aussi quand j'avais des contacts avec des intervenants. Ce qui s'est passé au moment du sida, c'était la même chose. On se disait, c'est dangereux, il faut absolument identifier les personnes, etc. Mais bon, évidemment, c'était pas évident parce que dans le cadre du sida, évidemment, il y a une transmission souvent, en tout cas, c'était une transmission avec des contacts beaucoup plus proches qui incluaient des proximités beaucoup plus intenses, on va dire, que dans le cadre du coronavirus. Mais la comparaison est tout à fait intéressante et c'est d'ailleurs un des arguments qu'on a utilisé pour strictement séparer les différentes catégories de personnes concernées, c'est-à-dire les infectés, les présumés infectés et les personnes à risque élevé ayant été entrées en contact. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, mais on n'a pas besoin de savoir le lien entre la personne qui a infecté l'autre. Pour l'instant, dans la base de données, il y a le lien entre la personne contaminée et la personne qui a été en contact à risque est conservé dans la base de données. C'est vrai que le centre de contact ne révèle pas ce lien, mais par contre, il est stocké. Ce qui veut dire que s'il y a une fuite ou que s'il y a une personne dans le centre de contact qui est un petit peu indélicate, elle peut avoir accès à ce lien. Nous, on propose tout simplement de l'enlever parce que ce n'est pas nécessaire pour combattre le virus. Oui. Mais donc voilà. Merci beaucoup. Jean-Philippe, peut-être au niveau français, est-ce que les mêmes questions se posent, j'imagine
voulez dire sur la question des lanceurs d'alerte ou de manière générale? Des deux, je veux dire sur les nouvelles technologies pour tracer les porteurs, les personnes qui sont atteintes du coronavirus. Et alors, oui, est-ce qu'il y a des personnes, des groupes qui posent un holà, qui disent attention, est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte, entre guillemets? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Oui, effectivement, il y a plusieurs groupes dont la Ligue des droits de l'homme française et aussi tout un réseau d'associations qui ont saisi le Conseil constitutionnel justement sur la question de la création d'un fichier des personnes infectées. Nous, on a beaucoup, ces associations ont beaucoup insisté sur ce que, un peu ouais, on a eu à peu près les mêmes débats qu'en Belgique, c'est-à-dire que d'une part, évidemment, avoir un fichier national qui permet de tracer, qui permet de faire un traçage épidémiologique, c'est utile. Mais dans le fichier tel qu'il existait, il y avait la possibilité, d'une part, pour certaines personnes, notamment les assistants sociaux, d'avoir accès à cette base de données. Or, de manière générale, quand vous multipliez la possibilité pour des intervenants d'avoir accès à des données de santé, vous multipliez aussi la possibilité de fuite. Donc, évidemment, vous multipliez la possibilité que la vie privée des personnes soit mise en danger. D'autre part, on a beaucoup insisté aussi sur le risque de stigmatisation des personnes. Il y avait un certain nombre d'informations qui pouvaient être stockées à propos des personnes infectées qui n'étaient pas forcément nécessaires pour lutter contre l'épidémie. Or, de manière générale, et c'est la Cour européenne des droits de l'homme, elle a insisté là-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a aussi insisté là-dessus, plus vous multipliez la possibilité de collecter des informations sur des personnes, plus vous multipliez la possibilité pour les personnes d'être stigmatisées. Il y a une jurisprudence très fournie de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les fichiers de police, où l'idée est vraiment de limiter à ce qui est strictement nécessaire la collecte d'informations sur les données des personnes. Donc du coup, il y a eu une mobilisation en France, il y a eu des décisions plutôt favorables de la part du Conseil constitutionnel. Donc là, on est arrivé à une application de traçage qui est globalement raisonnable dans les données qu'elle peut collecter sur les personnes. Mais si on en est arrivé là, c'est aussi grâce à des lanceurs d'alerte. En fait, on a eu une lanceuse d'alerte qu'on a assistée notamment à la maison des lanceurs d'alerte de manière confidentielle, qui a révélé qu'un certain nombre des données qui allaient être stockées dans le cadre de l'application Stop Covid, donc l'application qu'on a en France pour lutter contre l'épidémie, cette lanceuse d'alerte a révélé que ces informations allaient être stockées sur des serveurs qui appartiennent à Microsoft. Or, des serveurs qui appartiennent à Microsoft, c'est des serveurs qui sont stockés aux États-Unis, où la législation sur la protection de la vie privée est beaucoup moins favorable aux personnes qu'en Europe. Donc, de ce point de vue-là, les lanceurs d'alerte ont eu un rôle dans la question du débat de savoir jusqu'où peuvent aller les atteintes à la vie privée en temps de Covid. Et nous, de manière générale, on considère que dans des temps de crise, que ce soit l'état d'urgence de lutte contre le terrorisme ou l'état d'urgence sanitaire, quand on est dans un état d'urgence où le pouvoir exécutif on prend beaucoup plus d'ampleur, où le pouvoir parlementaire en prend un petit peu moins, où le juge a moins de pouvoir, tout simplement, en période d'urgence, les contre-pouvoirs fonctionnent moins bien. Or, toute la philosophie des droits de l'homme, toute la philosophie liée, qui a conduit à ce qu'on ait des déclarations des droits de l'homme, c'est aussi une philosophie des contre-pouvoirs. Donc, dans ce cadre-là, le dernier contre-pouvoir, dans les périodes de crise, c'est les lanceurs d'alerte. Donc, pour nous, cette crise du Covid, elle démontre la nécessité, une fois de plus, de protéger les lanceurs d'alerte pour deux raisons. Déjà, parce que dans ce type de période, encore une fois, c'est les lanceurs d'alerte qui révèlent au public des informations qui deviennent le vrai contre-pouvoir. Typiquement, aux États-Unis, en 2001, vous avez eu le Patriot Act pour lutter contre le terrorisme. Il y a eu des abus incroyables, notamment en matière de surveillance. C'est grâce à Edward Snowden qu'on sait tout ça aujourd'hui et que notamment en Europe, on a eu des réformes un peu plus favorables à la vie privée. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans ce type de période, c'est très important que les personnes qui ont des informations qui peuvent mettre en cause la mauvaise gestion de l'épidémie, par exemple, par les pouvoirs publics, puissent le faire. C'est aussi important parce qu'il y a aussi les lanceurs d'alerte scientifiques. J'aimerais quand même rappeler que en fait, la première personne à avoir tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur prévisible de l'épidémie, c'est un lanceur d'alerte chinois, un médecin chinois qui aujourd'hui est décédé. Non seulement le signal d'alarme n'a pas été traité, ce qui explique aussi aujourd'hui pourquoi on a une épidémie mondiale de cette ampleur, et surtout cette personne-là, la réponse des autorités chinoises, ça a été de le harceler et de le convoquer, de le dissuader de lancer l'alerte. Donc en fait, quand vous étouffez la voix des lanceurs d'alerte, vous vous privez aussi d'un outil pour prévenir des crises comme celle-là. Merci.
Alors, on a la chance d'avoir Stéphane Pecker qui est là comme participant, qui veut prendre la parole parce qu'il s'y connaît pas mal dans ces sujets-là. Donc, je le laisse parler. On ne t'entend pas. Je disais, il s'y connaît pas mal. Nous, on a juste été entraînés, je veux dire, sur le sujet, puisque ben, vous ne le savez pas, mais les opérateurs, dans le cadre du suivi des contacts, donc du tracing, ce sont les mutualités et l'ensemble des organismes assureurs. Pour moi, c'est une garantie et c'est un gage de respect des données. Je veux dire, j'y travaille, donc quelque part, je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, je tenais quand même à rappeler, je pense que M. Dumortier l'a dit, l'anonymat est respecté. Je veux dire, on va pas, quand une personne prend contact par téléphone avec une autre, elle ne va pas dévoiler l'identité de la personne avec qui elle a été en contact et qui pourrait faire en sorte que le virus soit transmis ou pas. Je voulais aussi informer les personnes qui sont ici autour de la table, entre guillemets, que toutes les personnes en call center ou toutes les personnes qui sont envoyées sur le terrain signent un document de respect des données et signent une charte, je veux dire, du respect de la vie privée. Voilà, je dirais, et quelque part, j'ai entendu parler tout à l'heure d'assistance sociale, ça fait partie aussi quand on est assistant social, de l'éthique et de la déontologie de ce métier, je veux dire, de respecter, je veux dire, tout ce qui est renseignement. Donc voilà, je veux dire, je peux comprendre et j'entends bien, je veux dire, que le sujet pose pas mal de questions. Pourquoi, je veux dire, à un certain moment, je veux dire, le tracing s'est mis en place, ben, justement, c'est un outil de contrôle pour pouvoir évaluer, je veux dire, les effets du déconfinement, je veux dire, et pouvoir agir assez rapidement si jamais, je veux dire, le virus devait faire un rebond ou si au contraire, tout va bien. Et pour l'instant, tous les indicateurs nous indiquent que tout va bien. Je veux dire, le tracing à Bruxelles, pour l'instant, ce n'est pas plus de 100 contacts par jour, ce n'est pas plus de 10 visites sur le terrain. Donc, c'est fort limité. Et donc, moi, je trouve que, personnellement, je veux dire, le débat est très, très intéressant. Et je me dis que toute la question, finalement, il manque peut-être un philosophe autour de la table. Je veux dire, c'est se poser la question de se dire, mais tiens, où s'arrête la liberté individuelle quand il est question, je veux dire, de questions de santé publique, et, parce que là, on ne parle pas de sécurité, on parle vraiment de santé publique et d'intérêt collectif. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais peut-être passer la parole à Cher, qui est travailleur social et qui travaille dans un milieu où les questions de liberté individuelle et de tracing sont problématiques avec les personnes sans abri. Dans ta pratique quotidienne, professionnelle, est-ce que ces questions-là se posent? Là, je vais surtout parler en tant que citoyen. C'est vrai que il y a une certaine inquiétude quand on entend parler de tracing et de se dire, bah oui, tout le monde va être tracé tout le temps en permanence et on sait bien comment ce genre de système peut perdurer après la crise. On l'a vu dans d'autres circonstances, après le 11 septembre 2001 ou d'autres grandes crises. Ben, on a quand même maintenu dans la législation certaines pratiques qui étaient destinées par exemple, à la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre le corona. Et puis finalement, maintenant, ça s'applique aussi à des groupes d'extrême gauche qui manifestent, des choses comme ça. Et donc, il y a quand même, une inquiétude. Moi, je ne suis pas un expert, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, indispensable ou pas, mais je me range quand même de l'avis de la Ligue des droits humains qui quand même nous explique que toutes les balises nécessaires au respect de la vie privée et au respect des libertés ne sont pas encore aujourd'hui réunies. Et donc voilà, à partir de là, oui, et puis après se pose la question aussi de tous les gens qui n'ont pas de smartphone. Est-ce qu'on va obliger les gens à avoir un smartphone? C'est toutes des questions qui, de manière très très pratico-pratique, interrogent quand même la mise en place de ce tracing. Et je rejoins Stéphane qui disait on a peut-être besoin d'un philosophe. Et oui, je pense qu'on a besoin d'un philosophe pour au moins trancher cette question de est-ce que une technologie, dès qu'elle est disponible, elle est forcément doit être mise en place. Et donc oui, aujourd'hui, on peut tracer les gens avec le téléphone. Est-ce que pour ça, il faut le faire? Voilà, c'est une grande question à laquelle je n'ai pas la réponse.
Franck, pour la Ligue droits de l'homme, Oui, ben, on est bien au courant qu'il y a des garanties qui sont, enfin quelques garanties qui sont implémentées dans la proposition actuelle, en tout cas, et dans l'arrêté royal tel qu'il est. Il reste que, pour l'instant, l'APD, donc c'est-à-dire l'autorité des protections des données, a dit à 2 reprises que le texte actuel est illégal. Elle l'a dit texto 2 fois en énumérant un certain nombre de raisons pour lesquelles. Raison pour laquelle aussi, à les droits de l'homme et Amnesty, on a voulu être constructif. On a mis sur la table une proposition alternative qui est totalement réaliste. Ça, c'est un. Deux, la mise en balance entre liberté individuelle et santé publique, bien évidemment qu'il faut atteindre un équilibre, raison pour laquelle on ne dit pas que le tracing, on dit si le tracing doit être mis en place, on doit respecter cette mise en balance. Cette mise en balance est concrétisée dans un texte qui est le règlement général sur la protection des données. Ce texte est un texte de mise en balance entre, d'une part, le droit à la vie privée et, d'autre part, un intérêt tel que celui de la santé publique. Il y a des exceptions qui sont prévues et qui encadrent de manière stricte la manière dont ça doit être réglé. Et c'est sur base de ce texte fondamental, c'est un règlement qui s'applique de manière générale à la Belgique. Elle ne peut pas y déroger puisque c'est un texte qui est souverain au niveau européen, qui a une hiérarchie supérieure par rapport aux textes nationaux et qui implémente en fait cette balance. Donc, accuser quelque part la Ligue des droits humains de ne pas avoir fait le travail de mettre en balance en soumettant un texte alternatif, je pense que c'est allé un peu loin. Dounia. Oui, Franck, Laurence a une question pour vous. En fait, Franck, je pense que vous venez d'y répondre avec ce que vous venez de dire juste maintenant, parce que je me posais la question de savoir si justement l'outil de contrôle n'était pas disproportionné avec ce projet de tracing, en référence justement avec le fait que vous parliez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de droit à la sécurité vs d'autres droits, et qu'en fait c'était un droit à la sûreté. Et que pour moi, et c'est peut-être un peu une manière philosophique, même si je ne suis pas philosophe, de poser la question, mais pour moi, l'État s'immisce très très loin dans ce rapport à la sécurité où l'individu doit aussi avoir certains droits à subvenir à sa propre sécurité. Et dans cette parole que vous avez posée entre le droit à la sûreté, qui est bien entendu du ressort de l'État et pas forcément à la sécurité vs d'autres droits. Pour moi, ça me semble très très clair que c'est par là que se pose la question. Je peux rajouter quelque part, hein, c'est toujours dans les détails que se trouve le diable. Hein, mais il y a une balance évidemment à mettre en place entre sécurité et droits fondamentaux, mais il faut se souvenir de la logique, comme vous disiez, revenir au fait qu'on atteint la sécurité dans la logique de la Convention européenne des droits de l'homme grâce au respect des droits. Et je vais simplement dire une phrase de l'avis, d'un des avis de l'autorité de protection des données par rapport au projet, enfin au texte actuel de tracing. Il dit: malgré une rédaction qui manque de clarté et de cohérence, ce système semble vouloir mettre en place un système de traçage des contacts qui organise en réalité, sans nécessité apparente, la centralisation d'une quantité indéfinie et indéfinissable de données au sein d'une banque de données constituée et gérée par une instance qui n'en fait pas usage. Voilà ce qu'elle dit. Donc on ne sait même pas le nombre de données, vers qui c'est envoyé, etc., tellement le texte n'est pas clair. Oui, oui. Et on demande simplement de la clarté et de la transparence, c'est une des balances qu'on doit. Bravo pour cette demande, bravo. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En dehors du fait que moi je comprends tout à fait cette demande et je tiens quand même à signaler, à un certain moment, on nous a demandé de l'organiser. Je veux dire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'occupe de tout le cadre législatif ou juridique. Je veux dire, on nous a dit, voilà, ce qu'il faut faire du jour au lendemain, je veux dire, pour être sûr qu'on puisse se déconfiner et que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Je dirais, pour l'instant, je veux dire, tout tend à prouver que ça se passe plus ou moins dans de bonnes conditions. Voilà. Maintenant, je veux dire, chacune des mutualités, je veux dire, parce que c'est quand même tous les opérateurs qui sont autour de la table, je veux dire, ça part des camarades socialistes, en passant par les chrétiens et les mutualités libres, sont attentifs, je veux dire, on est conscient qu'on ouvre des portes, je veux dire, en termes de partage de données, des choses pareilles. On est conscient aussi qu'il faut pouvoir refermer ces portes et faire attention à ce qu'on fait avec ces données. Maintenant,
je ne peux pas dire autre chose aussi, que les mutualités existent depuis 100 ans. Vous êtes tous inscrits dans une mutualité, parce que c'est une obligation quelque part. Et dès que vous êtes né jusqu'à votre décès, ben, on sait beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, on n'a pas dû se plaindre de la gestion des données faites par un organisme comme une mutualité. On a une question, oui, mais c'est toujours sur le même thème, mais je pense que ça ouvrira le débat de François Moulignot. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir à toutes et à tous, tout d'abord, de vive voix. Oui, en fait, moi, la question qui me paraît peut-être plus large, mais finalement peut-être plus fondamentale, c'est justement le traitement et le stockage des données dans le cloud. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous, et je crois que malheureusement les mutualités risquent de tomber dans les mêmes problématiques technologiques, si vous avez iPhoto sur votre iPhone, si vous stockez vos photos sur le cloud, vous n'avez plus en fait le contrôle complet de ces photos puisqu'elles sont stockées en fait dans des serveurs qui se trouvent en Californie ou ailleurs et où effectivement, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, le problème c'est que la législation n'est pas la même. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que autant au niveau de l'Europe, effectivement, on a mis en place le RGPD qui peut paraître rassurant, mais j'ai un peu l'impression que c'est un écran de fumée parce que tant qu'il n'y aura pas une législation internationale sur la protection des données, le stockage des données, le traçage des données dans un esprit de grey box et pas de black box, on va, à mon avis, au-devant d'un problème. On a déjà, en fait, le problème qui a commencé au niveau de l'État chinois avec leur système de crédit social et le stockage inimaginable de données qui leur a permis finalement de mettre sous leur joug le peuple ouïghour qui représente quand même 11 millions d'habitants. Voilà. Et donc, il faut quand même se rendre compte qu'on en est là et que les GAFA qui pèsent 1000 milliards de capitalisation boursière, 1000 milliards, et qui n'emploient entre parenthèses que 150 000 personnes, ça c'est un autre débat, mais je pense que les moyens considérables de ces sociétés qui travaillent main dans la main avec les grandes puissances mondiales, oui, ça pose clairement question. Parce que, par exemple, pour être très clair, ce que nous sommes en train de faire là, donc notre conversation, qui est enregistrée par ailleurs, il est fort probable qu'il puisse être tout à fait dévoyé, je dirais, à un moment ou à un autre. Et donc, le vide juridique au niveau international pose, à mon sens, un grave problème pour les démocraties qui restent pour l'instant démocratiques. Il faut savoir que le système, l'État chinois a vendu, est en train de vendre son principe de crédit social basé sur l'intelligence artificielle. Crédit social, donc pour rappel, ça a pour but finalement de pousser les gens, et c'est à mettre en écho aussi avec c'était un peu la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est que lancer une alerte, c'est très bien, mais dans le système chinois, les lanceurs d'alerte sont devenus des délateurs. Et lorsqu'ils rentrent dans un système de délation au profit de l'État, eh bien, ils se retrouvent avec des points qui leur sont crédités et qui leur permettent quelque part de monter dans la hiérarchie sociale. À côté de ça, ceux qui n'ont pas assez de points ne peuvent plus prendre le train, ne peuvent plus prendre l'avion, ne peuvent plus retirer de l'argent quelque part, ne peuvent plus utiliser tel ou tel moyen de paiement ou autre. Et voilà, et ça commence en fait. Ça a déjà commencé et il ne faut pas se leurrer. Sans rentrer dans la question complotiste, etc., je trouve que c'est une question et Jean-Philippe va sans doute y répondre, donner son point de vue sur la question. Je pense que j'ai déjà répondu un peu à cette question. Bon, moi, je ne suis pas forcément tout convaincu du parallèle entre dénonciateur et lanceur d'alerte. Après, évidemment, ça existait déjà sous l'Union soviétique, des systèmes d'alerte où en fait, l'idée n'était pas de lancer l'alerte dans l'intérêt général, mais l'idée était d'en faire un outil de contrôle des populations. En fait, tout simplement, pour reprendre un peu ce que dit un prof américain, Jack Bolkin, en fait, la liberté d'expression et en particulier, on va dire, le lancement d'alerte, ça s'inscrit dans un environnement juridique, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de système de lancement d'alerte démocratique si vous n'avez pas une politique démocratique de l'information. Une politique démocratique de l'information, c'est un état dans lequel l'État est transparent sur ses activités, mais limite la collecte d'informations sur les citoyens. À l'inverse, un État informationnellement autoritaire, c'est un État qui va récolter beaucoup d'informations sur ses citoyens,
mais ne pas être transparent sur ses propres activités. Si on veut un peu simplifier, en fait, on peut dire que dans un système démocratique, ou en fait, dans un système où on a une politique démocratique de l'information, le lancement d'alerte, c'est pas de la délation, parce que typiquement en Europe, le système chinois, il n'est pas possible parce que on a le RGPD, on a tout un tas de règles sur la protection des données personnelles qui fait qu'en fait, on peut pas transformer, en tout cas en l'état actuel des choses, on peut pas transformer les systèmes de lancement d'alerte en des systèmes de dénonciation généralisés, notamment la CNIL en France, mais aussi le G29 à l'époque au niveau européen, ont mis beaucoup de garde-fous à l'alerte anonyme pour justement éviter que l'alerte soit un moyen pour les autorités d'avoir plein d'informations sur les personnes. À l'inverse, en Chine, évidemment, on est dans un État qui est dans une politique, on va dire, autoritaire de l'information. Évidemment, dans ce cadre-là, on ne peut pas envisager de lancement d'alerte. Dans ce cadre-là, évidemment, les systèmes de dénonciation, c'est pas du lancement d'alerte, c'est des systèmes de dénonciation et de contrôle social. Je pense que le bon exemple, c'est vraiment l'Union soviétique, on va dire l'Union soviétique post-stalinienne. Il y a eu un type assez intéressant qui avait écrit un livre qui s'appelait Whistleblowing in the Soviet Union, où en gros, donc les lanceurs d'alerte dans l'Union soviétique, et montrait bien que dans ce type d'État, à la fois, vous avez d'un côté le discours officiel où on vous dit lancer l'alerte pour que les entreprises fonctionnent, pour être sûr que tout le monde suive la discipline du parti. Là, on est dans un système de dénonciation organisée qui est très dangereux. Et de l'autre côté, vous avez aussi Zakharov et tous ces dissidents qui, en fait, ne sont pas des lanceurs d'alerte, mais dans certains cas, ont pu être assimilés à des lanceurs d'alerte parce qu'ils révélaient des choses au public, au niveau mondial, sur la manière dont l'Union soviétique mettait en place des goulags, par exemple. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a d'un côté le lanceur d'alerte légal qui, en fait, suit la loi et suit les procédures prévues par la loi. Ce lanceur d'alerte-là, on peut le qualifier de lanceur d'alerte. Si on considère que le lanceur d'alerte, c'est une personne qui agit dans l'intérêt public, on peut le qualifier de lanceur d'alerte que dans les États, dans les structures démocratiques de l'information, c'est-à-dire des États qui, encore une fois, sont transparents et s'abstiennent de surveiller trop les citoyens. Et d'autre côté, vous avez le lanceur d'alerte qui désobéit à la loi. Et dans ce type d'État, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, en France, vous avez finalement une autre variante du lanceur d'alerte, celui qui va désobéir aux lois pour s'opposer à un pouvoir qui est, on va dire, qui viole les droits du peuple. Et dans ce cas-là, vous avez deux faces au lanceur d'alerte. Vous avez un lanceur d'alerte qui est effectivement dans ce type d'état un délateur et qui va aider au contrôle social. Et puis vous avez aussi le frère jumeau du lanceur d'alerte qui lui est un dissident et qui va justement lutter contre ça. C'est peut-être ça aussi l'intérêt de la notion de lanceur d'alerte, c'est qu'elle est très plastique et que en réalité, entre les deux conceptions que je viens de citer du lanceur d'alerte, vous avez vraiment un fossé en termes de philosophie politique et de rapport aux institutions, quoi. Merci. Dounia. Peut-être, pardon. Parce que j'avais juste une petite question par rapport au stockage de données au niveau transnational. Est-ce que par rapport à ça, on a quelqu'un qui peut intervenir? Dans le RGPD, vous avez tout un régime applicable au flux transfrontières de données. Ça existait déjà avant aussi d'ailleurs. C'est un régime assez strict en fait. Donc, il y a 4 niveaux. Je ne vais pas rentrer dans toute l'explication, mais il y a un certain nombre de pays pour lesquels la Commission européenne a établi une liste blanche de pays adéquats. Bon, il y a des pays qui sont assez limites, peut-être, c'est pas moi de juger, mais vous avez pas mal de paradis fiscaux, par exemple. Vous avez tout de même Israël. Israël a été considéré comme un pays adéquat. Vous avez les États-Unis, évidemment, qui est considéré comme adéquat, etc. S'il n'y a pas une décision d'adéquation, ça va passer par des clauses contractuelles, type, etc. Bon, pour revenir, ça c'est de manière globale, donc il y a des garanties dans le texte. Dans le règlement européen. Si on revient maintenant au cas actuel, il faut se rendre compte que dans la base de données de tracing manuel n'est pas stockée dans le cloud, c'est stocké en Belgique. Donc ça, il n'y a pas de question de flux transfrontières dans ce cas présent-ci. Par rapport à l'application, là, il y a un certain nombre de questions qui se posent encore, notamment les échanges en utilisant l'API de Google ça on ne sait pas encore, On sait, il y a eu des révélations qui ont été faites tout récemment et donc à ce niveau-là il y a encore un certain nombre d'enquêtes d'examens qui doivent être réalisés par rapport aux données transférées par rapport à l'API quoi. Mais voilà, ça c'est l'état dans le dossier actuel, dans ces dossiers actuels. Ok, merci. Dounia. Oui, on avait juste une remarque de Laurence par rapport aux mutuelles et au partage des dossiers médicaux.
Donc, c'est Laurence qui faisait la remarque. Oui, pardon, j'ai remis le son. Je m'adressais plus à Stéphane pour lui demander, en fait, en Belgique, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'obligation de partage de son dossier médical global. Donc, quand vous parliez des mutuelles, que bien sûr, nous avons tous une mutuelle et nous en avons grand besoin, moi, je m'interrogeais sur la question du partage du dossier médical global, qui est encore, à ma connaissance, un libre choix. Et quand on va chez son généraliste, il y a la possibilité de demander à ce que ce dossier soit partagé ou ne soit pas partagé. Alors, bien évidemment, je ne veux pas trancher sur la question de savoir si c'est mieux de le partager ou pas mieux de le partager. Je pense que c'est intéressant de savoir que cette liberté-là, au niveau de nos données médicales, ne sont pas nécessairement transmises. Tout à fait, je veux dire, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, le DMG n'est pas obligatoire. Je veux dire, c'est un choix libre laissé aux patients. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Mais quand je disais tout à l'heure qu'on a, je veux dire, est-ce qu'un DMG un DMG est nécessaire ou pas nécessaire, ça c'est chacun fait son choix. Moi, je vous dirais que oui, c'est nécessaire parce que ça permet, je veux dire, des interventions, je veux dire, dans le cadre d'urgence, d'avoir toute une série d'informations nécessaires aux médecins, je veux dire, aux médecins spécialistes qui prend la personne en main ou des choses pareilles. Il y a toute bonne raison, je veux dire, mais on ne va pas rentrer dans tout ça. Par contre, je veux dire, il y a beaucoup d'autres informations qui sont partagées avec une mutualité ou avec n'importe quelle autre institution autre qu'une mutualité, qui amène, je veux dire, à faire en sorte qu'on puisse avoir des données, je veux dire, et finalement, l'important, c'est ce que les institutions font de ces données. Et ben, une mutualité n'en fait pas grand-chose. Je veux dire, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui se disent, par exemple, je veux dire, il y a des études, je veux dire, qui démontrent que dans certains quartiers de Bruxelles, je veux dire, et surtout dans le sud de Bruxelles, je veux dire, on a des taux de diabète qui sont beaucoup plus importants, je veux dire, que dans d'autres quartiers de Bruxelles. Pourquoi? Je veux dire, ben, les données des mutualités pourraient aider à étudier ce type de phénomène. Est-ce qu'on rentre là-dedans? Est-ce qu'on ne rentre pas là-dedans? Non, on ne rentre pas là-dedans pour l'instant. Parce qu'il y a tout un respect de la vie privée, je veux dire, jusqu'au jour, je veux dire, où on tournera, je veux dire, des intérêts à le faire ou à pas le faire. Je veux dire, mais ça, c'est pas moi à me prononcer. Merci. De rien. Une dernière question pour Cher, puis après j'aurai la question finale parce qu'il est déjà 19h15. Cher, toi en tant que citoyen, est-ce que tu penses dans ton ressenti que la démocratie citoyenne, est-ce que être acteur citoyen, la désobéissance civile, c'est possible? Est-ce qu'on peut encore être citoyen? Est-ce que tu crains, est-ce qu'il y a des craintes en tant que citoyen par rapport à l'abus de l'État sur certaines obligations, certaines interdictions? La désobéissance aujourd'hui, elle est nécessaire et indispensable plus que jamais. Et donc oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile d'exprimer des opinions aujourd'hui. Ça devient très compliqué parce que voilà, la situation est telle qu'elle est. Mais demain, ce ne sera pas plus facile après le Covid. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que je pense que nos libertés sont de plus en plus en train d'être restreintes et la liberté n'est plus la règle générale, elle devient presque l'exception. Et donc on est en train d'inverser, où on nous explique que tout est interdit sauf ce qui est permis, alors que ça devrait être l'inverse. Donc voilà, tout ça c'est quand même relativement inquiétant. Merci. Je vais vous poser une dernière question et on va peut-être commencer par Franck. Le but d'Œil Frabo demain, c'est aussi faire des propositions pour que le monde de demain soit mieux, en tout cas évolue positivement par rapport aux libertés individuelles. Est-ce que tu as des propositions, une vision d'avenir, un souhait que tu voudrais partager avec nous? Un grand souhait. Plus de transparence, plus de débats, ne pas éviter des discussions parlementaires par tous les moyens possibles et imaginables, ce qui est un peu le cas dans le dossier dans lequel on s'occupe aujourd'hui. Ça, c'est un... Est-ce que c'est une proposition? En tout cas, c'est quelque chose dont j'ai envie pour qu'il fasse réellement plus beau demain, oui. Très bien. Cher, en tant que citoyen. Moi, j'ai surtout envie de dire que on a des textes qui garantissent normalement la démocratie dans nos États. Je pense qu'il faut vraiment
non pas les sacraliser, mais en tout cas les prioriser et qu'on autorise toute manifestation, qu'on laisse la liberté d'expression du moment que ça ne contrevient pas à d'autres règles et que ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Et donc voilà, c'est ça pour moi qui devrait être aujourd'hui presque la doctrine qui devrait être appliquée par les bourgmestres, mais aussi par toutes les institutions, pour garantir finalement que notre État reste démocratique. Et ça passera évidemment par ce type de lecture du droit et de dire, OK, il y a des droits fondamentaux, et ça, c'est ce qu'on respecte du moment que ça ne contrevient pas à d'autres, que ça ne fasse de mal à personne, et que, voilà, que ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Voilà, ce serait ça pour moi. Oui. Avant de passer la parole à Malika et aux autres personnes qui veulent prendre la parole, on va écouter Jean-Philippe. Est-ce que toi, tu as aussi une vision, un projet, un idéal pour la société de demain? Bah, alors, c'est une vaste question, mais enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne sur la maison des lanceurs d'alerte, c'est évidemment le respect, plus de transparence et plus de respect pour la liberté d'expression, parce que déjà, tout simplement, ce sera déjà un bon départ pour améliorer un peu le fonctionnement de nos démocraties. La liberté d'expression, ça conditionne tous les autres droits fondamentaux. C'est que quand les personnes peuvent s'exprimer librement, que les violations des droits de l'homme sont mises à jour, et c'est que quand les violations des droits de l'homme sont mises à jour qu'elles diminuent. Donc déjà, évidemment, souhaiter que la liberté d'expression pour tous et toutes soit mieux respectée. Puis plus spécifiquement, améliorer dans les prochaines années la protection des lanceurs d'alerte pour que les personnes qui agissent dans l'intérêt général n'aient pas pour seule récompense d'être renvoyées de leur emploi et de passer des années dans la solitude. Un grand merci. Dounia, il y a des internautes qui veulent participer. Oui, une remarque, enfin une question, une remarque, je ne sais pas trop, de Malika. Le micro, Malika. Oui, voilà. Bonsoir à tous. Voilà, j'ai dû m'absenter 10 minutes. Je suis désolée, j'avais un appel important pour le boulot, donc j'ai raté 10 minutes de vos interventions. Non, je voulais juste faire une petite remarque concernant les libertés individuelles. Alors, il y a depuis donc, le Covid pas mal de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont dans une certaine précarité. Et j'ai notamment une de mes amies qui demande pour l'instant une aide sociale, donc pour Monsieur Fogel, donc c'est ce qu'on appelle chez nous le CPAS. Et j'ai été estomaquée de savoir que pour sa demande, elle a dû fournir des extraits de compte des 3 derniers mois. Donc l'assistante sociale qui s'occupe de son dossier aujourd'hui sait ce qu'elle a dépensé, ce qu'elle reçoit, ce qui entre, ce qui sort. C'est-à-dire que dans son intimité la plus même intime, on ne sait pas ce qu'elle a pu acheter ou faire, peu importe. Mais ça, c'est en Belgique en 2020. Donc, c'est une remarque que je voulais signaler. Je trouve ça assez incroyable et d'une intrusion pas possible que de savoir ce que vous avez dépensé. Si vous avez des achats qui sont des achats… voilà. Donc, je trouvais ça un peu étonnant qu'aujourd'hui, pour avoir le droit à une aide sociale, on doit entrer dans votre intimité à ce point. Voilà, si je peux simplement, je peux réagir par rapport à ça. Avec la Ligue des droits humains, on s'était intéressé à cette question. Sachez que dans l'état actuel de la situation du droit, il n'y a pas obligation de montrer les sorties financières, uniquement les rentrées. Donc le CPS n'a pas le droit de demander les sorties. Ça, c'est dans l'état actuel. Alors, il se peut que factuellement, il y ait des pressions pour que ce soit le cas, mais normalement, vous pouvez vous barrer en noir les sorties sur l'extrait de compte que vous montrez. Ça ne pose pas de problème. Concrètement, évidemment, ce n'est pas toujours faisable, mais voilà. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez devant un assistant social, c'est ce qu'elle nous racontait, c'est bon, voilà, qu'elle vous le demande, parce qu'elle-même doit rendre des comptes à sa hiérarchie. Donc, voilà. Shaher aura peut-être une réponse par rapport à ces questions. Oui, je voulais par ton expérience. Oui, je voulais ajouter que cette pratique est de plus en plus appliquée dans les CPAS et que ça va même beaucoup plus loin parce qu'il y a aussi des visites à domicile. Et donc aujourd'hui, on a des assistants sociaux qui se transforment en détectives privés, presque en policiers pour venir bien vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui cohabite et donc on est vraiment dans une intrusion très très forte de la vie privée et tout ça pour obtenir quoi? 920 €
920 €, c'est-à-dire un montant en dessous du seuil de pauvreté. Et les gens doivent se mettre à nu devant une assistante sociale ou un assistant social qui, qui veut tout savoir finalement de la situation de la personne avant de lui octroyer une aide. Et donc, ça, c'est vraiment très problématique. Et ce genre d'intrusion, aujourd'hui, est autorisé, notamment avec, par cette idéologie de l'activation, du contrôle des allocataires sociaux et des chômeurs. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, qui justifie une telle intrusion dans la vie privée des allocataires sociaux. Une telle intrusion dans la vie privée ne serait jamais permise dans d'autres circonstances. Mais là, c'est parce que c'est des pauvres et qui viennent en plus demander de l'aide, eh ben alors tout est permis. Tout est permis. Et alors, on a donc avant de passer à Stéphane, une remarque peut-être de François Moulignot qui voulait intervenir. Oui, disons que c'était un peu en écho au rêve qu'on a pour la société de demain, pour notre société. C'est vrai que moi, c'est un peu en écho à ce qu'on vient de dire finalement. Il faut peut-être revenir aux fondamentaux et se dire que, par exemple, la présomption d'innocence doit être respectée de A à Z. Or, donc moi, je suis avocat de métier, je me rends compte que la charge de la preuve en matière pénale a parfois tendance à s'inverser depuis que j'ai commencé le barreau il y a une vingtaine d'années. Et c'est un peu inquiétant parce que c'est le genre de dérive qu'on a justement connu, puisque je suis en contact avec pas mal de confrères à travers le monde. Et si je me suis emballé tout à l'heure sur les Ouïghours en Chine, c'est un peu en raison de ça, parce que je sais pertinemment ce qui s'y passe et que voilà, c'est vraiment inquiétant. Et ce n'est pas parce que c'est un État, entre guillemets, non démocratique qu'on ne doit pas s'en inquiéter. Que du contraire, dirais-je, puisqu'ils ont tendance à vouloir vendre leur système à d'autres pays qui sont pour l'instant démocratiques et qui voudraient rentrer dans leur système. Donc, à un moment, on risque d'avoir un clivage mondial sur des espèces de systèmes de dictature digitale et technologique. Donc, il faut être conscient de ça. Mais donc, pour parler belgo-belge, je dirais effectivement, la présomption d'innocence, vraiment, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, à ce qui est prévu dans la Constitution, à ce qui est prévu dans la Convention de Genève, à ce qui est prévu dans la Charte des droits de l'homme, évidemment, la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est vraiment fondamental de revenir à tout ça. Et les règles ont été faites à un moment donné par des gens qui avaient le temps de les faire. Je parle notamment de la Constitution, qui prenaient le temps de faire les lois de manière sérieuse, de manière, je dirais, non ultra prolifique comme aujourd'hui, et qui réfléchissaient réellement à chaque mot comptait. Et donc, cette présomption d'innocence, elle est codifiée, mais on sent qu'il y a un glissement. Et tout à l'heure, on parlait du CPS, c'est la même chose. Dans les textes, le CPS ne peut effectivement pas faire ce que certains font, on ne va pas généraliser, mais ce que certains font, et pourtant ils le font. Et donc, c'est justement par rapport à ça qu'il faut un peu être en résistance citoyenne et en alerte citoyenne. Mais c'est vrai que le rêve, ça serait de revenir aux fondamentaux, présomption d'innocence, notamment parce que c'est un des droits fondamentaux de notre société, mais évidemment aussi la liberté d'expression qui doit être totale. Elle ne doit jamais être conditionnée, la liberté d'expression. Et on le voit, on a un glissement aussi par rapport, c'est un autre exemple, mais qui est quand même assez symptomatique, c'est dans le cas des humoristes. Il y a des humoristes qui sont mis au banc de la liberté d'expression parce qu'à un moment donné, ils ont eu un humour qui n'a pas plu à certains, ce qu'on peut comprendre, et on peut pas, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde quand on fait de l'humour, mais c'est quand même grave que dans un système démocratique, on ait mis au banc, vraiment, des médias, toute une série d'humoristes. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce que je dirais, si on commence à s'attaquer à l'artiste, voilà, c'est un signal. Il faut vraiment être vigilant. Et je pense que ce genre de débat que nous avons tous ensemble ici est vraiment fondamental. Et il faudrait qu'il y en ait plus encore, plus d'intervenants encore. Voilà, merci. Est-ce que je peux nuancer Oui. Oui, je peux un petit peu nuancer tout de même. La liberté d'expression est un droit ultra important, ça je suis bien d'accord. Le droit à la vie privée est un droit ultra important, ça je suis d'accord, etc., etc. Maintenant, dire que ce sont des droits absolus, attention quand même. Ce ne sont pas des droits absolus dans la Convention européenne des droits de l'homme, et donc les ingérences sont possibles. Le truc, c'est que la proportionnalité, c'est quelque chose de difficile. C'est vraiment quelque chose de difficile à atteindre, et donc effectivement, on a affaire à des textes de plus en plus techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que la technicité, ça peut impressionner, mais en même temps, il y a aussi pas mal de nuances qui peuvent être apportées. Le tout est que quand on arrive à des débats techniques parce que la réalité n'est pas blanc ou noir, elle est
en général plus compliqué que ça. Le tout, c'est d'être au moins transparent et d'au moins montrer les débats qu'ils ont au niveau technique. C'est ça sur quoi on insiste au niveau des droits de la Ligue des droits humains. Et alors, je reviens à Stéphane qui avait une question. Ce n'est pas vraiment une question, c'est vraiment pour rebondir sur Malika et sur Char et sur l'intrusion. C'est clair, on demande de plus en plus de documents. Il ne faut plus finalement un diplôme d'assistance sociale pour pouvoir monter des dossiers. Il faut pratiquement être ingénieur. Je veux dire, il faut plus de documents pour bénéficier de l'intervention majorée, je veux dire, en Belgique pour pouvoir avoir un prêt hypothécaire. Mais le pire dans tout ça, je veux dire, ce n'est pas l'intrusion, c'est toutes les personnes qui ont un droit et qui ne peuvent pas l'acquérir. Parce que trop de documents, parce que trop d'intrusions, parce que certains sont pudiques, on peut l'imaginer, parce que trop de barrières pour pouvoir bénéficier de ce droit-là. Et malheureusement, je veux dire, la réponse, en tout cas moi, quand j'y réfléchis, quand j'y travaille, je veux dire, avec mes équipes, c'est souvent aller vers des réponses, je veux dire, d'ordre plus technologique, et en se disant, toutes les informations sont quelque part et sont au SPF Finance. Je veux dire, pourquoi aller ennuyer, je veux dire, quelqu'un, lui demander son avertissement extrait d'euros, lui demander son revenu cadastral, ses fiches de salaire et la preuve des pensions alimentaires, alors que tout ça, je dirais, quelque part dans un endroit, je dirais, et je sais, et je vois M. Dumortier qui bouge la tête, et il a tout à fait raison, mais voilà, c'est toute la question de la balance entre la automatisation des droits, je veux dire, qui sont vraiment des droits, parce que je peux vous assurer que sur Bruxelles, je veux dire, dans notre mutualité, on a 30% de personnes qui ont l'intervention majorée, donc qui bénéficient donc de remboursements un peu plus sérieux à la sécurité sociale, qui bénéficient davantage, mais qu'il y en a facilement entre 15 et 20 qui passent à la trappe. Ça, on en est pratiquement sûr, parce que les dossiers sont trop difficiles, parce que les dossiers sont trop intrusifs et qu'on demande beaucoup trop de documents. Et je rappelle que les assistants sociaux font finalement ce qu'on leur demande de faire. Je veux dire, maintenant, certains peuvent rentrer en résistance, c'est tant mieux, et d'autres feront tout simplement ce qu'on leur demande de faire aussi. Et en tant qu'assistant social de formation et ayant pu exercer assistant social en CPS, il faut savoir que les CPS ont aussi un code déontologique et ils se positionnent souvent contre leur ligne hiérarchique et il y a beaucoup de discussions, de débats et des choses des fois qu'ils ne font pas en dehors des règles et de la législation. Donc je pense que c'est être assistant social, c'est aussi être acteur de changement et oser désobéir des fois. Alors, je reviens peut-être juste rapidement, Jean-Philippe, par rapport à la question de la liberté de parole. On parlait des humoristes. Est-ce que, on parlait j'imagine de Dieudonné, est-ce que Dieudonné est un lanceur d'alerte ou est-ce que la maison des lanceurs d'alerte met des balises quand même à certaines paroles? Bah, je sais pas. Non, je pense pas que Dieudonné soit un lanceur d'alerte. C'est une personne qui est humoriste, qui fait usage de sa liberté d'expression pour tout simplement déjà dans un but commercial. Hein. Dieudonné, c'est avant tout une personne qui fait des spectacles et qui a de l'argent pour ça. Donc déjà, en fait, tout simplement pour essayer d'évacuer la question, on pourrait dire ça. Après, si la question est de savoir si, perso à titre personnel, je suis pour l'interdiction j'ai été pour l'interdiction des spectacles de Dieudonné. En tant que juriste, la réponse c'est non. À titre personnel, parce que en fait, Dieudonné, de toute façon, pour les propos qui ont été problématiques, qui ont été qualifiés de racistes ou d'antisémites, en fait, il y a déjà la législation pénale qui permet de le condamner. Donc, interdire ces spectacles, d'une part, juridiquement, ça pose problème parce qu'en général, dans les démocraties, plus vous autorisez la possibilité de censure préalable des journaux ou des spectacles, plus vous, tout simplement, vous favorisez les abus des restrictions à la liberté d'expression. Je suis désolé, j'entends mon écho, c'est un peu perturbant, mais du coup, Manuel Valls avait utilisé aussi une notion très dangereuse qui est la dignité humaine, c'est-à-dire de dire qu'on interdit les spectacles donnés au nom de la dignité humaine. C'est vraiment s'engager dans une pente glissante en matière de restriction à la liberté, parce que dans le contrôle qu'on a actuellement, quand on cherche à interdire une manifestation, on doit prouver qu'il y a des troubles à l'ordre public
probable et que vraiment interdire la manifestation ou interdire un spectacle, c'est vraiment la dernière mesure possible. Là, si vous utilisez le principe de dignité humaine, en fait, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur et le juge ensuite en dernier lieu qui peut décider qu'au nom de la dignité humaine, au nom de ce qu'il conçoit comme la dignité humaine, on peut interdire tel spectacle ou en autoriser d'autres. Donc ça, c'est très dangereux. Et je sais pas si... Ce qu'il faut peut-être aussi quand même dire, c'est qu'il n'y a pas que Dieudonné. Hein. Je veux dire, Tex a été blackballé de France 2. Enfin, la liste est longue. Hein. C'est pas juste Dieudonné, parce qu'effectivement, ça c'est un peu la tête de gondole, je dirais. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Voilà. Enfin, il faut être conscient de ça. Malheureusement, je voulais juste dire que tout à l'heure, quand M. Dumortier a pris la parole après mon intervention, je n'ai plus de connexion, donc je n'ai pas entendu. J'ai entendu le début. François, Pardon, que le débat est rediffusé sur YouTube et sur Facebook d'ici quelques jours, donc on pourra écouter la réponse. Il est 19h30, je pense qu'on a encore beaucoup de choses, il y a encore énormément de choses, intelligence artificielle, et voilà, la liberté de parole, la liberté d'expression, c'est encore plein de sujets sur lesquels on pourrait débattre, mais je voulais vous remercier avant toute chose d'avoir participé, aux intervenants, aux internautes. C'était un débat qui s'est très bien passé et avec je trouve, beaucoup de respect les uns et les autres. Et donc, voilà, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur la plateforme Il fera beau demain et continuer le débat de manière interactive. Merci à tout le monde et j'espère à la prochaine. Merci à toi. Merci à tous. Merci.